sachez que vous n'êtes pas prêts. Alors, pas nécessairement en lien avec cette vidéo, puisque cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo où on va revenir sur les petits détails, les petits easter eggs, entre guillemets, du premier épisode de la série Moon Knight, que voici, oh non, la Comics Cred, qui n'est pas vraiment présente, mais en tout cas, on essaye de s'instruire au fur et à mesure, et c'est vrai que le fait d'avoir lu quelques comics, eh bien, cela m'a aidé, notamment pour, déceler quelques petites choses. Alors, pas de moi-même, mais c'est vrai que lorsque j'ai vu qu'il y avait cet easter egg là, je me suis dit ah ok, du coup ça fait référence à quelque chose des comics, etc. Donc on va en parler. Bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode 1 de Moon Knight, quitte la vidéo de suite. Et j'ai tellement répété ce début de vidéo que je ne sais pas si je vous ai notifié le fait que j'ai tellement eu d'idées, entre guillemets, de vidéos, théories, analyses, explications, etc., histoire de également, que je crois qu'il y a limite une vidéo par jour concernant Moon Knight. Alors je vais essayer d'espacer au plus possible la chose pour pas qu'il y ait un spam trop important, mais il y aura quand même un spam. Donc préparez-vous les gars. Bon, celle-ci c'est un petit peu plus chill, on va parler donc des détails de ce premier épisode, et bon, où il y a des évidences, mais il y a des trucs un petit peu stylés, un petit peu cachés. Bon, on va commencer avec le plus simple à analyser, le petit poisson, le petit Gus, que vous voyez juste ici, qui est donc un petit poisson rouge qui a une nageoire atrophiée. Et c'est vrai qu'on te mentionne notamment le moment où Steven se rend compte que son poisson n'a plus qu'une seule nageoire, mais deux nageoires, qu'il va donc à l'animalerie, entre guillemets, et qu'il va demander donc à la vendeuse pourquoi est-ce que son poisson a deux nageoires. Et elle lui dit c'est pas Nemo. Et donc Nemo, référence au monde de Nemo, donc le film Pixar, et sachant que Pixar a été racheté par Disney, si je ne dis pas de bêtises, au milieu des années 2000, et que je crois même que Le Monde de Nemo est le premier film Pixar de l'ère Disney, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'est dans les mêmes eaux, bref, les mêmes eaux, t'as compris, les poissons, j'adore l'humour, je suis comédien. Mais du coup, petite référence à l'univers Pixar qui est en lien avec Disney, Disney qui a également racheté Marvel Studios, etc. Et Disney qui a également racheté la Fox, Fox qui est mentionné notamment à un petit moment de cet épisode lorsque l'on a un dialogue entre Arthur Harrow et le personnage donc de Steven dans le musée où on mentionne Avatar, notamment le peuple bleu, les Na'vi, Pandora, tout ça. Et il faut rappeler que Avatar, c'est un film qui est donc été initialement, dont s'occupait la Fox de base, mais je vous rappelle donc que la Fox a été rachetée par Disney près de 71 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien du tout. Et il est vrai qu'il faut aussi notifier que normalement, nous devrions avoir des premiers visuels d'Avatar 2, si je ne dis pas de bêtises, début mai, lors de la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc soyez à l'affût, sachez que j'adore l'univers d'Avatar, donc on pourra en parler en temps voulu, mais c'est vrai qu'il y a une petite allusion à ce film-là et à ce peuple, donc des Na'vi. Bon, je pense que vous l'aviez tous repéré, tout comme au même moment, Arthur Harrow parle de ce personnage qui est donc Amit, qui est donc une divinité égyptienne, supposément qu'elle fait partie donc de l'Énéade. Sachez que j'en parlerai, donc de vous présenter en fait les différents dieux qui sont donc dans l'Énéade. Alors, à voir s'ils y sont vraiment ou pas, enfin en tout cas ce personnage-là, puisqu'on a l'impression que ce personnage-là veut se venger des dieux qui l'ont pas banni, mais qui l'ont laissé tomber, entre guillemets. Et on voit que Arthur Harrow, lui, cherche tout, enfin en tout cas essaye de tout faire pour la ramener sur Terre, parce que il aurait pu, ou plutôt elle aurait pu, éviter toutes les atrocités de la Terre. Voilà. Sachant que donc qu'on te mentionne cette déesse qui a le pouvoir, entre guillemets, enfin la faculté de juger les gens, entre guillemets, dans le sens où, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, elle va te donner son jugement, et elle est notamment en lien, je crois, avec Anubis. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails, on en parlera lors de l'Énéade, et possiblement pour une vidéo bis, entre guillemets, par rapport à ce personnage-là. Sachant qu'on peut supposer qu'à un moment donné, il y aura un affrontement entre Arthur Harrow et donc Stephen Grant ou Mark Spector, et peut-être que même les dieux vont s'affronter, et ça, ce serait génialissime. Mais on continue avec... ça, c'est plus une petite référence visuelle, dans le sens où tout est blanc chez Mark, quasiment, en tout cas tout est neutre, sauf certaines petites choses, genre le poisson qui est un petit peu coloré, ou donc son Rumicube. Donc vous le savez, ce Rumicube, c'est un petit jouet, enfin c'est pas un jouet, mais c'est un casse-tête, on va dire, pour essayer donc de faire en sorte que toutes les faces soient faites d'une certaine couleur, pour
que toutes les faces soient faites d'une certaine couleur. Mais du coup, ce qui est très intéressant dans cette scène-là, et ça on en avait déjà parlé lors d'une analyse de trailer et d'une analyse d'image notamment, c'est qu'en fait, bah, ça représente possiblement les différentes facettes de Mark, puisque je vous rappelle que Mark Spector, Stephen Grant ou Jake Lockley, Moon Knight, etc., ce sont des personnalités du personnage de Mark Spector. Et ce qui est cool, c'est que donc le personnage, bon, c'est pas très cool dans le sens où bah, c'est pas très sympa d'être atteint d'un TDI, mais il a atteint d'un TDI. Et ce qui est assez intéressant, c'est de montrer donc ceci via le prisme du Rumicube, de le fait qu'il y ait plusieurs facettes, qu'il y ait plusieurs couleurs, etc. Cela montre peut-être l'intériorité du personnage. Et ça, donc, on en avait déjà parlé dans une vidéo analyse. Et voilà. Elle est bien cette vidéo, non? Je sais pas pour toi, moi je prends du plaisir à la faire, ça se voit, non? Mais en tout cas, on en avait déjà parlé brièvement. Là, on va parler plus en termes de comics accurate, entre guillemets, et notamment au moment où il y a le téléphone, où il voit qu'il a plusieurs appels manqués de Layla et de Duchamp. En plein milieu, il y a un Duchamp. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu penser à juste un simple easter egg en se disant, bon, ça veut pas dire qu'on le verra, mais visiblement il s'arrête et là on le voit précisément. Là où ça aurait été un easter egg où on n'y aurait pas fait attention, c'est que en fait tu sais à un moment il défile très vite, on aurait pu voir Duchamp mais si on avait mis pause. Là c'est lui-même qui met pause et je suppose que par rapport à ça on verrait Duchamp. Duchamp qui est donc un personnage des comics, qui est en lien donc avec Moon Knight, qui est une sorte de mercenaire, en tout cas c'était son meilleur ami lorsque justement il y a eu ces petits problèmes avant Moon Knight, etc. Et il a toujours été présent. Et par ailleurs, dans un comics, je crois que c'est le comics Legacy, voilà, il est présent d'une certaine façon. C'est un petit peu étrange, c'est plus une sorte de momie, un zombie, c'est assez bizarre, mais bon. En tout cas, ce personnage est le meilleur ami de Mark Spector, et ce sera assez intéressant de le voir dans la série, sachant qu'ils font un petit arrêt sur image sur son nom, même si bon, tu vois que c'est Layla qui domine en fait ces appels manqués. Mais pourquoi ne pas le voir lui à un moment donné par la suite dans la série? Et par ailleurs, en lien avec les comics, ce n'est pas le seul personnage qui glisse un petit caméo là-dedans, puisque nous avons aussi ce personnage-là, cette petite statue dorée, qui n'est autre que, en tout cas par rapport au crédit, et ça c'est Mathéo qui me l'avait notifié lors du 100% Marvel notamment, qui en fait est crédité comme étant un personnage du nom de Crowley. Alors Crowley, dans les comics, c'est une sorte du coup c'est un personnage qui est sans abri, et en fait ça va être son informateur du côté underground entre guillemets, dans le sens où dans les comics, Stephen Grant n'est pas du tout comme il l'est dans la série, où il est justement un millionnaire producteur de films hollywoodiens, et justement là c'est là où il peut justement jouer entre guillemets ce rôle de personnage qui va essayer d'avoir des informations de la haute, entre guillemets. Là où celui-ci, ce personnage donc de Crowley, va lui donner des informations par rapport à ce qu'il se passe dans la rue, etc. Sachant que ce personnage-là, vous pouvez notamment le retrouver dans ce comics Moon Knight, donc de Jeff Lemire. Excusez-moi, hein, j'essaye de m'acheter une comics cred, pas du tout. C'est juste que du coup, je les ai lus et je me dis que si vous voulez en apprendre un petit peu plus, alors pas grandement, mais si ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux le personnage, même si bon, supposément qu'on le reverra pas, mais en soi, on peut se dire peut-être qu'on le reverra parce qu'il peut donner des informations notamment par rapport à des choses qu'aurait fait du coup le personnage de Mark Spector quand justement Steven est en train de dormir. Donc pourquoi pas. Donc une petite référence donc à Crowley qui est donc un personnage des comics. Et la dernière petite référence que je voulais vous notifier dans cette vidéo, c'est la temporalité de la série Moon Knight. Pourquoi? Parce que lorsque Steven parle à JB, je crois que c'est ça en anglais, enfin JB, Jean-Baptiste peut-être, Jean Bruno, on ne sait pas. Et bien juste derrière lui, il y a marqué du 22 avril au 29 juillet. Donc on peut supposer que c'est une sorte de comment on peut dire ça, d'exposition temporaire. Et sachant qu'on semble y être on semble être dedans, on peut supposer que la série Moon Knight se déroule entre le 22 avril et le 29 juillet. Et là où on peut aller encore plus loin, c'est de se dire, est-ce que ça se passe en 2023, 24, 25, etc. Je suppose que si on veut rester dans la continuité du MCU, sachant qu'on ne fait qu'avancer, ce serait logique que, sachant qu'on a eu Hawkeye qui se passe fin 2024, que cette série donc qui est sortie après Hawkeye et qui se déroule à peu près au même moment où nous on la regarde, puisque en fait demain on est en avril, donc avril, juillet, tout ça tu connais, le printemps. Donc en soi je me dis pourquoi ne pas imaginer une série qui se passe donc entre avril et juillet, mais je sais pas, genre en 2025. Pourquoi pas, sachant que ça veut dire qu'on continue en fait la temporalité de tout cela.
Sachant que c'est vrai que par rapport à ce premier épisode, on n'a pas tant d'informations que cela concernant le reste de l'univers Marvel, là où dans d'autres séries, on peut te mentionner, bah, notamment dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, on a War Machine, etc. Ça, là, cette série-là, c'est un petit peu plus complexe de savoir qu'est-ce qui est connecté à quoi, et le petit rototo qui fait plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous en parler. Alors évidemment, il y a d'autres vidéos en lien avec Moon Knight qui arrivent et qui vont peut-être vous plaire ou non. Ce sera à vous de voir si vous voulez la regarder ou non. Mais j'espère que vous serez présents si vous en avez envie. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à aimer. Non, ben je viens de le dire, mais à vous abonner plutôt. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.